Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. Bienvenue, c'est la causerie. Une causerie qui sera consacrée à la rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Une rencontre pour le quart de finale de Coupe de la Ligue, donc les coupes nationales sur lesquelles est encore engagé l'AS Monaco. Pour cette émission, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut Damien, salut à tous. Et bonne année à toi et bonne année à tous les auditeurs, puisque pas eu encore l'occasion de pouvoir le souhaiter, donc j'en profite. Voilà. Puisqu'après je repars en vacances. Ok, après on ne voit plus. C'est vrai que ça fait donc, longtemps. Ouais, ça fait longtemps et ça va refaire longtemps. Donc c'est pour ça que j'en profite pour délivrer ce message voilà, de bonne humeur. Donc sur cette émission, Adrien, on va revenir un petit peu sur la rencontre, sur le contexte évidemment, le petit historique qui oppose les deux équipes, notamment dans la compétition. On entendra également une très très bonne interview que tu as réalisée tout à l'heure avec Yann Pecheral, donc le correspondant RMC. Et on va également revenir un petit peu sur la composition, nos souhaits, etc. Tout d'abord, Adri, les notes donc pour la rencontre qui a opposé Monaco à Moulins-Isère. C'est une rencontre qui s'est soldée donc, par la victoire monégasque 5-2 ce samedi. Les tops, donc pas de surprise. Pas de surprise. Carrillo a été plébiscité grâce à son triplé, 7,71 sur 10. Ouais, il caracole en tête du classement des tops. En même temps, c'est vrai, tu l'as dit, un triplé, son premier triplé sous les couleurs rouge et blanche, peut-être son dernier aussi, on verra. Mais oui, c'est logique, hein. Il a été omniprésent. Et il est suivi par Jovetic, qui faisait également son retour, qui a joué qu'une heure. Jovetic, que vous avez, à qui la moyenne d'être de 5,79 a été attribuée. Et Benaglio. Ah non, Balde, il me semble. Les deux sont à égalité, donc tu as raison dans tous les cas. À 5,50, voilà, effectivement. L'histoire retiendra quand même que Carrillo a fait moins bien que Lassina Traoré, qui a mis un quadruplé en 45 minutes. C'est vrai. Et pour ce qui est des flops, bon là c'est pas une surprise non plus. Georges et Endoram qui ont été les deux poids lourds, ouais, on va dire. Ouais, effectivement, les deux boulets de cette équipe. Georges qui a recueilli la plus mauvaise moyenne avec 3,36 et Endoram pas beaucoup mieux avec 3,71. C'est les deux seuls joueurs qui sont en dessous de 4 comme moyenne. Globalement des moyennes très basses, hein, on peut quand même le constater, Adrien. Même si la victoire, le score était assez fleuve, ça reflète aussi la difficulté qu'a eu cette équipe de l'ASM à se débarrasser de son adversaire lors de cette rencontre. Exact, dû notamment à cette première période insipide, dans laquelle on se fait quand même rejoindre 2 fois. Et puis le score final qui se dessine assez rapidement, seconde mi-temps, et des joueurs en face épuisés. Monaco n'a pas vraiment élevé le rythme non plus, donc bon, voilà, c'est normal que les notes ne tendent pas vers les sommets, si ce n'est pour Guido. On va maintenant basculer sur cette rencontre à venir. Donc le quart de finale de Coupe de la Ligue entre l'AS Monaco et l'OGC Nice, donc plutôt entre Nice et Monaco, puisque ce sera une rencontre à suivre mardi 9 janvier à 21h. Donc ce sera sur Canal+. Sur Canal+, pas 21h05. Je sais que des fois ils font ce petit sur la Coupe de la Ligue, des fois il y a ce petit truc 5 minutes en plus, on sait pas pourquoi, mais là c'est bien, oui. Ouais, c'est bien 21h. Donc là c'est sur Canal+, comme tu l'as précisé. Au niveau du contexte, Adrien, tout simplement, c'est un match de reprise pour l'instant. Enfin, il y a eu la Coupe de France, mais c'est quand même le premier match de reprise vraiment, je vais pas dire sérieux, mais un peu... voilà. Si, tu peux le dire. Voilà. C'est toujours mieux, je pense, de se faire un match de reprise comme on vient de le faire contre Moulins, plutôt que direct attaqué par Nice. Ce match donc contre Moulins-Isère nous a permis sans doute de se remettre un petit peu dans le rythme et de digérer les fêtes. Voilà, maintenant, on entame les choses sérieuses. On est quand même très avancé dans cette compétition. C'est un quart de finale. En plus, c'est un derby. Donc, très clairement, je trouve qu'il y a quand même une certaine attente derrière ce match. Je ne sais pas si tu partages un petit peu je ne sais pas si tu es excité à l'idée que ce soit un derby. Il y a tous ces ingrédients autour, forcément. Mais voilà, en plus, un quart de finale. Donc, pourquoi pas. Ça n'a rien à voir avec le match contre Isère. Et je trouve que c'est bien d'avoir pu se mettre en jambes face à une équipe. C'est vrai que 2 matchs, c'est une finale. Donc, oui, forcément, il y a toujours... Il y a un stade, comme tu dis, assez avancé au niveau de la compétition. Donc maintenant, c'est une équipe qui sera difficile à manœuvrer. On l'a vu, on s'en souvient au match aller, puisqu'elle nous avait complètement ratatiné.
Mais Nice, c'est pas au mieux, notamment avec une défaite. C'est sur les 5 derniers matchs, Nice est quand même mieux. Ils ont eu un retard, ils ont eu beaucoup de difficultés en championnat, mais ils reviennent progressivement. Ils sont à la 6ème place, donc ils ont réussi finalement à remonter. Ouais. Ils ont réussi à remonter finalement. Ils sont plus à la rue comme ça pouvait être le cas quand même. Oui, les raisons de ce sursaut, on va dire, sera évoqué lors de l'interview avec Yann Pecheral. Mais effectivement, il y a du mieux, même si ils sont quand même ils se sont fait sortir de la Coupe de France. Alors Nice était une des seules équipes avec le PSG à jouer encore sur les quatre tableaux. Bon, forcément, l'entrée en lice en Coupe de France, fait que bon. Et puis cette élimination fait que maintenant ils sont plus que sur 3 tableaux. Mais voilà, une défaite à Toulouse sur le score de 1-0. Et donc, si on rappelle voilà, les 5 derniers matchs pour l'OGC Nice, il y a quand même 2 victoires, 2 matchs nuls. Alors, les 2 matchs nuls sont face au LOSC, même s'ils ils s'étaient qualifiés, donc c'était le tour précédent au tir au but. Et cette défaite face à Toulouse qui est intervenue ce week-end. Maintenant, voilà, c'est quand même un bilan assez positif. Il est encore plus positif du côté de l'ASM, Adrien, puisque là, c'est 5 victoires consécutives avec, on se rappelle, un très bon mois de décembre. Ouais, un très bon excepté mois de décembre. Porto, bien sûr. Oui, qui a tout de même aussi mal démarré avec cette histoire à 3 quand même. Bon, on s'en sort bien quand même sur le mois de décembre. Il y a du mieux, c'était les motifs d'espoir, on l'a dit, on a quand même terminé bien l'année. Donc voilà, à nous de poursuivre sur cette série de victoires. Et puis qui plus est encore plus contre un concurrent, enfin contre un rival, c'est toujours un petit plus quoi. Ouais. On revient un petit peu aussi sur les rencontres historiques en Coupe de la Ligue. Il y avait déjà eu une rencontre, la première confrontation entre l'OGC Nice et l'AS Monaco dans cette compétition. Alors c'est en 95-96, forcément nous on s'en souvient pas. 16e de finale, c'était un 16e de finale au Stade du Ré devant 4500 supporters. Donc comme quoi l'OGC Nice à l'époque ne pouvait pas se moquer des affluences du Stade Louis II. Et Monaco s'était qualifié pour le tour suivant au tir au but, donc 2-2 à l'issue de la rencontre, et 2 tirs au but à 0. On se rappelle que, en plus, Adrien, le buteur, est-ce que tu aurais une idée éventuellement ? Il officie sur Canal+, régulièrement maintenant, les cheveux longs. Moi j'allais dire Madar, bien sûr, forcément. Voilà, doublé de Michael Madar en 5e minute de jeu et 10e minute de jeu, comme quoi. Un régal. Voilà. On avait une sacrée équipe, hein. Barthez, Benarbias, Anderson, Franck Dumas, Thuram. Difficile à comprendre de faire match nul contre cette équipe-là. C'était le charme de la coupe, le petit poussé, voilà. Sur le stade, sur la pelouse pourrie, voilà. Voilà, effectivement. Tous les ingrédients étaient réunis. C'est ça, voilà. Des souvenirs qui sont quand même moins flous, voilà. ceux de 2006 avec cette demi-finale au Louis II. Ouais. Finalement, on a été éliminé. Le fait marquant finalement de ce match, je me souviens, c'était la frappe sur la transversale durant les prolongations de Christian Bobo Vieri. Ouais. Et puis, qui a manqué l'égalisation. Oui. Non, c'était même pas pendant le. Non, il n'y a pas eu de prolongation. Hein. Ah bon ? Non, parce que c'était. Non, Ederson avait marqué à la toute fin de match. En toute fin de match. Ou alors peut-être que c'était dans le temps additionnel. La barre de Vieri. Et qu'il y avait effectivement il manquait peut-être une égalisation. Mais oui, effectivement, donc c'est quand même le truc un peu marquant à l'époque. Match qui avait perdu contre Nancy en finale. Voilà. Tout à fait, c'était Pablo Correa et Kim à l'époque. Voilà. Ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Boris, qui est fidèle supporter nancéen. On a tous des mecs à double casquette ici. Donc voilà, il y a quand même eu 2 rencontres entre la SM et le GC Nice. Là, ce sera la 3e. Et espérons qu'elle tourne dans le bon sens avant la fin du temps réglementaire. Voilà. Oui, et pour rappel, juste le dernier match en coupe entre les deux équipes, c'était en Coupe de France en 2014. Et là, on était allé jusqu'aux prolongations et c'est Berbatov qui nous avait permis de se défaire des Aiglons. Tout à fait. On va se consacrer à notre équipe maintenant. Donc le point infirmerie, on avait, Adrien, tu me le disais tout à l'heure,
Donc c'était Tielemans en reprise partielle, reprise adaptée. C'est bien ça. Traoré en soins. Accompagné de Julien Serrano. Voilà, je pense que je trouvais que c'était pas nécessaire de le mentionner. Non, si, c'est une info. si, bien sûr. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Donc, pas de gros changements. Par contre, a priori, dans le groupe, cette fois, on devrait enregistrer quelques retours. Le retour des cadres, à savoir commencer par Falcao, sans oublier Sidibé également. Voilà, en tout cas. Les deux étaient au repos. Hein. Oui. Donc après, pour la composition, peut-être pas de gros changements. Benaglio devrait tenir les cages. Je pense que il va être abonné aux coupes. Et puis le reste, ce sera du classique. Ouais, reste à voir si du coup est-ce que pas de grand risque. Hein. Finalement, c'est surtout la question de se savoir si Jardim va faire le choix de mettre une équipe vraiment type. Ça semble probable, hein, puisqu'il y a un objectif de résultat en coupe cette année. Donc à savoir Sidibé immédiatement. Oui, bien sûr. Mais on regarde juste la combo quand même contre Viseur. C'est pas une équipe B non plus, tu vois. Il n'y a pas de Diakabi, t'as Endoram, Fabinho, il y a Baldé qui rentre, il y a Lemar qui rentre. Enfin, tu vois, il a quand même absolument lu gérer. C'est un match de reprise, c'est particulier. Il y a eu ces 2 semaines, on va dire, ces 15 jours de pause. Donc il est important, là, je pense, pour les organismes de récupérer un petit peu le rythme de compétition. Et là, moi, je m'attends vraiment à avoir un 11 type. La question aurait pu être qui on met à gauche, en arrière gauche, mais bon, voilà, maintenant on n'en a plus qu'un, donc la réponse est toute trouvée. Radji, donc. J'y avais pas pensé. Radji, Sidibé, non, évidemment Sidibé, ça n'arrivera pas avec la Coupe du Monde, il va rester bien sagement à droite, mais il y a le couteau suisse qui est toujours là. Moutinho qui devrait a priori revenir au milieu, surtout vu le match un petit peu exécrable de Endoram. Je pense qu'a priori ça devrait marquer son retour. Rentrer en jeu également aussi durant le match face à Isère. Est-ce qu'on met une pièce sur la titularisation de Carillo à nouveau ? Avec peut-être changement de dispositif, ce serait a priori logique le seul doute que j'ai, le mettre. C'est pas pour le dispositif, je pense pas qu'on reverra Lemar en soutien de l'attaquant. Je pense qu'on aura affaire soit à une doublette Falcao-Carillo, soit Falcao-Jovetic. Jovetic qui est sorti à l'heure de jeu, tout pile. Donc Jardim peut-être capable de le remettre encore 60 minutes et le sortir. Ou alors l'inverse, ce sera Carillo qui va sortir au profit de Jovetic. Ouais. Mais on aura bien, je pense, Lemar à gauche et Baldé à droite. Mais en tout cas, il y a maintenant cette solution-là. Jovetic a été régulièrement blessé sur la première partie de saison, même si on sait c'est le risque avec ce joueur-là. Mais maintenant, il est de retour et je pense que ça sera une solution supplémentaire pour Jardim. Pourquoi pas, après tout, même laisser de nouveau Falcao sur le banc. Certainement, il sera dans le groupe, mais laisser sur le banc. Peut-être, c'est une possibilité dans la mesure où il peut déjà compter également sur Jovetic s'il souhaite vraiment former une paire avec Carillo. Ça peut être une possibilité. En tout cas, son éventail et sa palette peut être un peu plus grande avec le retour de Jovetic maintenant dans cette équipe, en espérant qu'il y reste bien sûr. On va terminer nous de notre côté avec l'arbitre de la rencontre. Donc l'arbitre de la rencontre, Adrien, c'est quelqu'un que l'on aime beaucoup, c'est Turpin. Et oui, souvenez-vous, c'est lui qui a arbitré également le match aller, la fameuse claque, la 4-0. Donc voilà, on prend les mêmes et on recommence en espérant que le résultat cette fois-ci soit différent. Ouais, donc il nous a arbitré à 2 reprises cette année. C'était donc lors de la première journée du championnat, c'était face à Toulouse. Et donc comme tu l'as dit aussi, face à l'OGC Nice, lors de la défaite 4-0. Donc je te rejoins sur le vœu que tu viens de formuler. Merci Adrien. Donc pour nous c'est terminé. Donc je vous rappelle. Mais pour vous ça continue. Ça pour continuer, je vais finir mon lancement. Je vous rappelle juste donc cette rencontre à suivre entre l'AS Monaco entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Ce sera mardi soir à 21h sur les antennes de Canal+. Vous avez la possibilité de retrouver cette émission sur notre site ou sur YouTube.
Vous avez également les réseaux sociaux pour nous suivre, donc Facebook, Twitter, et n'hésitez pas à la partager. Donc merci Adrien pour cette émission. Je vous laisse en compagnie de l'interview que tu as réalisée avec Yann Pecheral. Donc également un grand merci à Yann donc, de RMC pour sa disponibilité et sa gentillesse qui nous a accordé quand même plus de 20 minutes d'interview. Donc j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous. Salut à tous et Dagemunegu. C'est l'heure de l'interview pour un petit peu recevoir les lumières sur notre adversaire. Et ce soir, nous recevons Yann Pecheral, correspondant pour RMC sur la Côte d'Azur. Salut Yann. Bonsoir, salut, c'est toujours un plaisir. Ouais, merci à toi. Hein. C'est vrai que tu étais déjà là lors du match en championnat, hein, cette fameuse déculottée, bis repetita, le 4-0. Ouais. J'espère que cette fois-ci le dénouement sera différent. Donc avant de parler du match inaugural de 2018 en coupe et de se projeter également sur le quart de finale de mardi soir, c'est ce qui nous intéresse principalement. J'aimerais savoir quel regard tu portes sur cette mi-saison qui vient de s'écouler après un départ poussif, on va dire, avec 3 défaites de suite et la non-qualification en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que Nice a relevé la tête ? Oui, je pense que cette Ligue des Champions justement, elle a fait beaucoup de mal à l'OGC Nice parce que on le voit souvent chaque saison, c'est compliqué pour les clubs qui font les tours préliminaires de Ligue des Champions. 2 tours préliminaires, c'est très compliqué à gérer, il faut se préparer très tôt. Ça prend beaucoup de jus, ça prend beaucoup aussi dans les têtes, ça prend d'abord beaucoup de concentration, puis après beaucoup de déception une fois que l'OGC Nice a été éliminé. Donc ça a été très compliqué à gérer pour cette équipe niçoise et pour certains joueurs en particulier. Et puis petit à petit, je crois qu'on a retrouvé un petit peu le Nice qu'on avait vu la saison dernière, et notamment à partir de ce match à Toulouse où ça a été un petit peu le déclic. Il faut rappeler quand même que Nice était 18e et qu'à un moment donné à Toulouse en championnat, c'est vrai que l'OGC Nice est mené 1-0, il y a un penalty contre eux, et le match tourne et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe et aujourd'hui ça permet à cette équipe niçoise d'être dans la première partie de tableau et être assez éloigné des places de relégables. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais je pense que c'est naturel. Finalement, je pense que c'est très naturel parce que c'est un effectif très très jeune et que cette équipe, cet effectif tout entier, il fallait arriver à digérer ces 2 tours préliminaires de Ligue des Champions et puis ensuite ne pas oublier que jusqu'à ce week-end, l'OGC Nice était la seule équipe avec le PSG à être engagée dans 4 compétitions et que voilà, avec cet effectif, cette jeunesse d'effectif, je pense qu'il fallait que tout se mette en place petit à petit. C'est ce qui était en train de se passer avant la trêve. Est-ce que tu penses aussi que ce déclic est venu à travers cette compétition européenne, l'Europa League? On se souvient l'année dernière, Nice s'était arrêté dès la phase de poule. Cette fois-ci, ils ont terminé 2e derrière la Lazio. Est-ce que tu penses que ça en devient un objectif primaire pour les Aiglons? Je ne sais pas ce qu'on peut appeler un objectif primaire. Est-ce que l'OGC Nice a l'ambition de gagner la Ligue Europa? Je ne sais pas. C'est très compliqué de gagner la Ligue Europa. On le voit d'ailleurs, il y a aucun club français qui ne l'a jamais fait. Donc on voit la difficulté d'aller au bout de cette Ligue Europa. Donc maintenant, je pense que ça fait beaucoup de bien à tout le monde que cette équipe niçoise prenne plus au sérieux peut-être que la saison dernière cette Ligue Europa et qu'elle se qualifie, qu'elle passe les poules. C'est vrai que ça a fait du bien, aux joueurs à un moment où ils étaient dans une période très difficile en championnat. Il y avait cette bouée de secours qui était la Ligue Europa, puisque l'OGC Nice s'est très tôt rassuré dans cette compétition, même s'il y a eu une défaite contre la Lazio, la Lazio qui a terminé première de la poule. Mais voilà, je pense que heureusement pour l'OGC Nice, la Ligue Europa a permis de toujours maintenir un petit peu cette équipe niçoise la tête hors de l'eau, même quand ça allait très mal en championnat. Donc oui, ça a été très bénéfique. Et aujourd'hui, il y a un quart de finale qui se profile, mais il est lointain parce que tout ça c'est dans un mois. Donc je pense que c'est assez éloigné pour le moment dans les têtes niçoises, même s'ils savent que voilà, il y a cette double confrontation face à Moscou, et que ça va exciter tout le monde et que voilà, ça fait partie des grosses échéances et des gros morceaux pour l'OGC Nice. De la même manière, j'ai envie de dire que ce quart de finale qui approche de Coupe de la Ligue, parce que ça
vraiment, ça reste un objectif peut-être primordial et capital pour cette équipe niçoise qui est si proche finalement comme Monaco d'une finale et c'est 2 matchs à gagner pour arriver en finale, pour se qualifier, pourquoi pas pour une coupe européenne. C'est le chemin le plus facile, c'est le chemin le plus court. Donc je pense que ce match de mardi soir, il est en tout cas beaucoup plus important, beaucoup plus capital pour le moment que la Ligue Europa. Oui, puis c'est vrai, Nice quand même a une petite période de disette en termes de trophées, donc c'est clair que c'est pas à négliger. Et puis bon, on sait toute l'importance d'un derby, donc il y a beaucoup d'excitation autour de ce match. Avant, juste dernière question, avant de vraiment parler du match. Après 1 an et demi, voilà, que tu observes Favre, comment décrirais-tu vraiment la méthode Lucien Favre? On sait que c'est quelqu'un qui aime jouer propre, sortir de derrière, mais au-delà de ça, est-ce que à l'entraînement, toi qui suis un peu au quotidien le club, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le technicien suisse? Moi, ce qui m'avait frappé la saison dernière, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si on le voit peut-être un petit peu moins, mais c'est quelqu'un qui est tellement méticuleux, qui est capable de prendre un joueur en particulier et de lui faire des passes pendant une demi-heure. Ce qui est, à vrai dire, assez étonnant. Parce qu'on voit pas ça de la part de tous les entraîneurs de Ligue 1 pour suivre des séances d'entraînement un petit peu partout dans les clubs de Ligue 1. C'est assez rare qu'un entraîneur, alors on le voit parfois avec des adjoints, mais qu'un entraîneur en particulier se mette sur le terrain en crampon et prenne un joueur en tête à tête et fasse des choses très basiques, des choses très simples, avec passe, appel de balle, une touche de balle, 2 touches de balle, et ça va d'un jeune joueur issu du centre de formation à des séances avec Willan Cyprien ou avec Alain Saint-Maximin. Donc il attache énormément d'importance à ses côtés techniques et tactiques avec des joueurs, et il est très 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 méticuleux, c'est vrai, dans ces aspects-là. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus dans ces séances d'entraînement où parfois on a l'impression qu'il est en train de finalement d'avoir un Benjamin, enfin un U9, un U11 avec lui, quoi. Et c'est parfois très étonnant parce que les joueurs finalement ils sont très réceptifs à ça. Et quand ils sortent de là, c'est vrai qu'ils sont assez contents d'avoir fait cette séance-là, même si pour nous, quand on est observateur, on est parfois un petit peu étonné. D'accord. Bon, alors pour ce qui est de la Coupe de France, hein, tu l'as dit, Nice a été éliminé du coup à Toulouse, une défaite 1-0, notamment suite à une grosse bévue de Cardinal, c'est ça? Malheureusement pour lui, c'est vrai, parce que c'est un garçon charmant, Johan, et c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de ça parce qu'il était déjà suffisamment en difficulté cette saison. On se rappelle quand même que l'année dernière, alors il a été critiqué la saison dernière, mais que malgré c'est lui qui était le titulaire du poste de gardien de but. Il a fait quelques boulettes. Malheureusement pour lui, il a fait des boulettes très visibles. On se rappelle notamment au Parc des Princes ou en Ligue Europa, il avait coûté cher à son équipe. Mais sur le reste de la saison, quand même, on peut pas finir 3e de Ligue 1. On peut pas faire la saison qu'a fait l'OGC Nice sans avoir un gardien performant dans les buts. Donc il faut quand même rappeler que Johan Cardinal a été très performant et qu'il a des lacunes, et que parmi ces lacunes, de temps en temps sur les sorties aériennes il est absent, et de temps en temps c'est vrai qu'il fait des boulettes. Alors on connaît l'importance de la confiance pour un gardien, et que Johan, depuis quelques semaines, il est en perte totale de confiance, même si il a un caractère très fort, même si il a une histoire de vie un petit peu compliquée, où on le pense suffisamment costaud pour être à l'abri de tout ça. Et là, on l'a vu hier soir après le match dans ses réactions, et on sent bien que c'est un garçon qui est touché par le fait d'avoir perdu sa place de titulaire, et qui a conscience que ses prestations et ses erreurs, elles lui coûtent cher. Elle lui coûte cher cette saison, et puis elle lui coûte cher un petit peu pour le reste de sa carrière, parce que c'est très compliqué pour lui. Petit à petit, il est en train d'avoir cette image de gardien qui fait des fautes, qui fait des boulettes, et c'est très compliqué pour lui en ce moment. Ça reste pour moi l'une des interrogations par rapport à mardi soir. Est-ce que Lucien Favre, dans ce contexte, va titulariser Johan Cardinal, ou va mettre
Walter Benitez, qui lui, au contraire, est alors carrément dans une spirale totalement opposée, puisque il est en pleine bourre. Benitez, il était au fond du seau, lui, parce qu'il ne jouait jamais dans cette équipe niçoise. Et puis il est entré, il a totalement saisi sa chance. On parlait du match de Toulouse, c'est lui aussi qui fait basculer ce match de Toulouse avec, on s'en rappelle, des arrêts déterminants. Donc, Nantes il est également, irréprochable. Ouais, à Nantes également, il fait un arrêt extraordinaire. Donc il est déterminant à chaque fois qu'il joue. Benitez, Yoann Cardinal est un petit peu au fond du seau. Est-ce que Lucien Favre va maintenir le fait de jouer, de titulariser Yoann Cardinal en groupe, même si on se rappelle quand même que Yoann Cardinal, lors du tour précédent, c'est lui qui sauve l'OGC Nice au tir au but aussi. Donc voilà, c'est une interrogation de savoir si Benitez ou Cardinal va être titulaire dans les buts face à Monaco. Tu parlais de gardien qui a un petit peu de mal sur les sorties aériennes et qui fait de nombreuses boulettes. J'établis le petit parallèle avec Subasic cette saison. Faut croire que nous aussi, il commence à être coutumier du fait. Et le flou. Mais je vais pas être d'accord avec vous. Je suis souvent pas d'accord avec les supporters monégasques au sujet de Daniel Subasic. Et j'en parle assez souvent à la radio parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre la vision qu'ont certains observateurs de cette équipe de l'AS Monaco et ce que pensent les supporters de l'AS Monaco qui finalement voient les matchs et les vivent avec passion. J'ai envie de dire, la saison dernière, il y avait déjà pas mal de voix qui s'élevaient de la part des supporters de l'AS Monaco pour dire que Daniel Subasic n'était peut-être pas le gardien qu'il fallait à Monaco. C'était le cas la saison précédente. C'est le cas depuis qu'il est arrivé quasiment, Daniel Subasic, à part peut-être en Ligue 2. Où voilà, il était peut-être un petit peu moins critiqué par les supporters, mais de toute façon, Subasic, depuis qu'il est arrivé, que ce soit par les supporters, ou même, j'ai envie de dire, à une certaine époque de la part de ses dirigeants, on lui a mis des gardiens dans les pattes, ou c'est vrai qu'on a essayé parfois de recruter des gardiens avec des noms un petit peu plus ronflants, mais Daniel Subasic, il est toujours là. Alors, des gardiens qui font pas de boulettes du tout dans une saison, des gardiens qui sont totalement irréprochables dans une saison, j'en connais pas beaucoup. Et moi, je suis fervent défenseur de Daniel Subasic parce que l'AS Monaco a été champion de France avec un très bon gardien dans les buts. Et voilà. Et puis Daniel Subasic, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. C'est quelqu'un qui assume ses erreurs. Je me rappelle du match face à Troyes, où il est catastrophique. Faut appeler un chat un chat. Il est complètement catastrophique. Il passe complètement à côté de ce match-là. Voilà, il est passé derrière et il a assumé ces erreurs-là. Ça fait partie de la vie d'un gardien. Si Daniel Subasic faisait tous les matchs comme il a fait contre Troyes, j'aurais un discours différent, mais Daniel Subasic, c'est un super gardien et c'est un gardien qui a participé pleinement à l'épopée de la demi-finale de la Ligue des Champions pour l'AS Monaco et qui a participé pleinement au titre de champion de France de l'AS Monaco. Donc j'ai toujours un peu de mal avec toutes ces critiques au sujet de Daniel Subasic. C'est vrai, je t'ai posé cette question parce que en interne et aussi bien au niveau de la communauté des supporters monégasques, c'est un sujet clivant. Alors, tu parlais de la saison dernière, c'est vrai qu'il y a des critiques, je les trouvais très illégitimes, parce que les gens se souvenaient du match à City, le match aller et la boulette contre Bordeaux. Par contre, cette saison, la question saute parce que on a l'impression qu'il y a un numéro 2 qui est quand même très performant et il y a une accumulation de petites erreurs. Mais c'est vrai que la confiance envers... Oui, mais il y a une autre chose très importante aussi à souligner, c'est que Monaco a perdu. Bon, on va pas revenir sur les joueurs qui sont partis et sur les talents qui sont partis, mais Monaco a perdu des joueurs importants cette saison dans le vestiaire. J'ai envie de parler de Valère Germain et de Nabil Dirar. Nabil Dirar, c'était un taulier dans le vestiaire. Aujourd'hui, Daniel Subasic, ça fait partie des derniers des Mohicans et avec André Aradji, ce sont deux garçons très 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 importants dans la vie du vestiaire. Et André Aradji, on l'a vu, il jouait pas du tout en début de saison, il est revenu, lui aussi est très critiqué, parfois à juste titre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui n'est pas à négliger. Et même si Benaglio, il est
il est irréprochable quand il joue. Même si Diego Benaglio, c'est un garçon, alors lui, c'est vraiment une classe absolue, hein, Benaglio. C'est vrai que humainement, il est parfait. Il a déjà de l'importance dans le vestiaire. Mais n'oublions pas que Subasic, il est là depuis la Ligue 2, que Subasic, ça fait partie des tauliers, et que dans ce vestiaire-là, au même titre qu'un Radamel Falcao, quand on a des jeunes joueurs à encadrer, Subasic, c'est très important. Okay. On va donc terminer avec se rappeler également que le dernier match de coupe qui a opposé les deux équipes, c'était déjà à l'Allianz Riviera. C'était un match de Coupe de France en février 2014 et il y avait eu 0-0 au terme du temps réglementaire et c'était Barbatov qui avait marqué pour ce bon Dimitar. Oui, quel joueur de classe. Enfin bon. Ouais, quel joueur de talent. Victoire 1-0 du coup. Pour le match de mardi soir, donc le quart de finale de Coupe de la Ligue, on n'a pas encore d'infos concernant le groupe niçois. Mais est-ce que il y a des absents, des suspendus, des blessés de longue date? Ouais, il y a des blessés de longue date, des garçons qu'on verra pas, des garçons comme Cyprien qui allait revenir et qui est touché aux adducteurs, c'est normal. Hein. Il a été victime d'une grosse blessure avec les ligaments croisés. Il a un petit peu compensé, là il est touché aux adducteurs, c'est dommage pour lui parce que il revenait, il avait joué en CFA, il a joué avec l'équipe première. Mais j'ai envie de dire que Lucien Favre, quand on l'a revu au début janvier pour la reprise, je pense qu'il avait déjà ce match-là en tête et il avait déjà sa rotation en tête. Parce que il nous a rappelé tout de suite que l'OGC Nice était la seule équipe avec le Paris Saint-Germain qualifiée dans 4 compétitions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue Europa et Championnat. C'est plus le cas puisque l'OGC Nice s'est fait éliminer face à Toulouse en Coupe de France. Mais il avait déjà ses équipes en tête, il avait déjà sa rotation en tête. Et encore une fois, je pense que ce match à domicile, face à Monaco, un quart de finale de Coupe de la Ligue, en étant si proche d'une finale, en étant si proche d'une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine, ça fait partie des vrais objectifs de l'OGC Nice cette saison et je pense qu'il va y avoir un énorme sérieux dans la composition d'équipe de Lucien Favre et je pense un énorme sérieux de la part des joueurs pour aborder cette rencontre parce que déjà un simple match face à Monaco c'est déjà quelque chose, mais là, quart de finale de Coupe de la Ligue, c'est un vrai objectif pour l'OGC Nice cette saison, je pense. C'est une affiche très alléchante et puis il y a une revanche à prendre. Tu te souviens, la saison dernière, le 4-0, on attendait patiemment la réception des Niçois, ça s'était terminé sur un 3-0. C'est vrai que là, il y a une revanche à prendre et puis finalement, les deux équipes se retrouvent très rapidement dans 10 jours en championnat. Ouais, mardi prochain même. Au Louis II, oui. Ouais. Au Louis II, mais avec c'est toujours un peu le cas. C'est marrant, c'est tirage au sort de coupe où souvent on voit des équipes qui s'affrontent et qui se retrouvent tout de suite en championnat. C'était déjà le cas avec précédemment Nice et Lille par exemple. C'est ça, exactement. Nice et Lille s'étaient rencontrés en coupe et en championnat. Je ne saurais dire finalement quel est le match le plus important de cette semaine-là. Je pense que pour l'OGC Nice, ce quart de finale de Coupe de la Ligue, s'il y avait à choisir, je pense que certains joueurs choisiraient, s'il n'y a pas à choisir, évidemment, ils vont jouer le coup à fond sur les deux matchs, mais encore une fois, quart de finale de Coupe de la Ligue, à domicile, face à Monaco, l'objectif de ces 10 jours, je pense que c'est vraiment ce match de mardi soir, et tu l'as rappelé, on a quand même des matchs sur la saison dernière, sur les confrontations précédentes. On a quand même des matchs spectaculaires avec des buts. Pourquoi pas voir un super match mardi soir. Avec de l'animosité et quelques expulsions également. Enfin, derrière Balotelli, donc il a marqué 10 buts cette saison. Il y a Pléa qui pointe à 5 buts, un petit coup de moins bien, mais bon, ça a l'air peut-être la machine se remet en marche tout doucement. Quels sont les joueurs à surveiller? Un Pléa compliqué quand même, parce que on lui reproche pas mal de choses du côté des supporters niçois, notamment son manque d'efficacité devant le but, ça a encore été le cas face à Toulouse avec des occasions un petit peu manquées.
Voilà, il est un petit peu discuté. Balotelli, il est indiscutable et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter dans la saison de l'importance et de la prépondérance de Mario Balotelli dans cette équipe niçoise, qui est même au niveau des chiffres, qui commence à devenir assez exceptionnel. Épargné par les blessures cette saison. Ouais. Voilà, s'il arrivait à être épargné par les blessures et s'il arrivait aussi un petit peu à s'épargner lui-même les suspensions, ça serait pas mal parce qu'il prend énormément de cartons jaunes d'une stupidité. Voilà, on a vu le dernier match de championnat avant la trêve où il prend un carton jaune alors que il sait qu'il est en sursis, il prend un carton jaune parce qu'il tire le ballon de mécontentement et voilà, c'est un petit peu dommage, il faut encore qu'il arrive à gommer ça, mais c'est un joueur tellement important pour cette équipe niçoise qui voilà, ça fait partie des grands buteurs de notre championnat et Nice est, je pense, très heureuse d'avoir ce Mario Balotelli là. Maintenant, l'interrogation de cette équipe niçoise, alors on a parlé du retour de Cyprien dans les semaines qui vont venir, ça fera partie des recrues finalement de l'OGC Nice au mercato, Cyprien, si Nice retrouve un grand Cyprien. Et puis Nice a besoin de retrouver aussi un Jean-Michel Seri à son meilleur niveau. Il a été alors on a beaucoup parlé de son transfert avorté à Barcelone, il a été touché psychologiquement, mais lui aussi n'a pas été épargné par les blessures pendant cette première partie de saison. S'il arrive à faire une deuxième partie de saison totalement pleine, Jean-Michel Seri, je pense que ça peut énormément aider cette équipe niçoise. Et puis l'OGC Nice a un petit peu réglé ses problèmes qu'il avait au niveau des latéraux. Favre a trouvé la solution probablement en mettant Maxime Le Marchand sur le côté gauche. Donc voilà, c'est une équipe beaucoup plus stable qu'à un certain moment où c'est vrai qu'elle était dans une situation compliquée, très compliquée en championnat. Ça va beaucoup mieux, donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir un match très serré mardi soir. Ouais. C'est vrai que Seri, c'est un joueur fabuleux et ce petit passage à vide, alors je savais pas pour les blessures, mais en tout cas moi ça me fait vraiment penser au cas Fabinho chez nous également. C'est à peu près le même type de le transfert avorté. Enfin il y a pas vraiment il y a des velléités de départ et elles ne sont pas assumées. C'est pas les mêmes cas parce que Seri, même s'il en a voulu au tout début à ses dirigeants parce qu'il pensait que ce sont eux qui avaient fait capoter le transfert, je pense qu'aujourd'hui Jean-Michel Seri il a très bien compris que c'est finalement Barcelone qui a rétro-pédalé et qui a annulé ce transfert. Alors que Fabinho, c'est vrai que son ressentiment par rapport au fait qu'on lui avait promis de partir et que il n'est pas parti et qu'il avait une bonne sortie, puis au final ça a été ça a été un petit peu le dindon de la farce parce qu'il a vu ses copains partir et lui, alors qu'on lui avait promis qu'il pourrait partir, c'est vrai qu'il est resté. L'avantage de Fabinho, c'est que d'abord il a joué. Jardim lui a toujours renouvelé sa confiance, qu'il n'a pas été blessé lui par rapport à Seri. C'est vrai que Monaco aura besoin en deuxième partie de saison du Fabinho de la saison dernière. Ça c'est sûr et certain, parce que il faut retrouver le grand Fabi, mais de toute façon c'est dans son intérêt, c'est dans son intérêt également. Oui, il partira en fin de saison. Ça c'est plus un secret du tout, hein. Ça sera terminé pour Fabinho à Monaco. Mais de sa fin de saison va aussi dépendre son avenir. C'est-à-dire que le Fabinho d'aujourd'hui, s'il fait une saison complète comme ça, est-ce que le Paris Saint-Germain aura les mêmes envies de transfert? Est-ce que les clubs du même calibre auront les mêmes envies de transfert? C'est pas certain. Donc il faut que lui aussi, pour la suite de sa carrière, il réagisse. Une nouvelle fois, merci pour cette participation et pour ton expertise. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de réaliser cette interview et puis bon match. Bon match à vous. Bon match à vous. Merci. Ciao Yann. Ciao. Et bisous.